Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder une notion qui me tient particulièrement à cœur, qui est la notion de dette psychologique au travail. Alors, il y a deux écoles principales, on peut dire, sur les risques psychosociaux. D'un côté, il y a une approche qui est très basée sur la capacité d'adaptation de l'individu. C'est une approche basée sur le stress. Plus on apprend quelque part à gérer le stress, plus on est capable de pouvoir s'adapter au travail. Le dernier avatar là-dessus, c'est beaucoup la méditation, c'est la capacité à pouvoir se relaxer par rapport à des situations de stress, qui est plus basée maintenant sur la connaissance de la neurobiologie, mais ça reste vraiment une approche qui est très centrée sur l'individu. De l'autre côté, vous avez une approche qui est plus européenne et plus particulièrement française, qui est l'approche ergonomique, qui est très basée sur les conditions de travail, les conditions d'exercice du travail, qui permet de dire s'il y a un environnement de travail qui est plutôt sain, à ce moment-là, on va avoir des personnes qui sont moins stressées au travail parce qu'effectivement, les conditions sont positives. Alors, ces deux positions sont complémentaires mais peuvent poser une difficulté. Premièrement, c'est vrai qu'on peut être très bon en capacité d'adaptation, en gestion du stress. Si on est dans un environnement de travail qui est très stressant, on l'a vu dans les hôpitaux, à un moment donné, les gens ils craquent tout simplement parce qu'on a des limites en termes de capacité d'adaptation. En même temps, si on n'est que sur une approche des conditions matérielles de travail, quelque part, on rate quelque chose. Vous avez des gens qui vivent dans des très beaux quartiers en France, des familles où il y a plein de problèmes psychologiques, des gens qui ne vont pas bien, parce que l'enjeu, ce n'est pas les conditions matérielles de vie, mais c'est un enjeu de relation. Quand, quelque part, on travaille, on s'insère dans un système organisationnel qui est celui de l'organisation. Et la question, c'est est-ce que je suis généreux dans un système relationnel qui, en contrepartie, me maltraite parce qu'il manque de respect. Il y a trois choses qui permettent de dire qu'un système, de manière générale, est respectueux. Premièrement, est-ce qu'il respecte la notion du temps? Est-ce qu'il respecte mon histoire? Est-ce que généralement, l'histoire de ce système est respectée? Par exemple, il y a des secrets, des choses qui ne sont pas dites ou effacées, du type il y avait une organisation, puis tout d'un coup on l'efface, on n'a même pas l'occasion d'en reparler, c'est maltraitant. Est-ce que je suis capable d'avoir une analyse du présent? Est-ce que je suis capable de pouvoir me projeter dans un futur qui est construit ensemble, dans lequel je peux avoir une réflexion, ce qui me permet d'avoir une trajectoire personnelle? Ça, c'est la première notion, la notion du temps. La deuxième notion, c'est la notion de la place. Est-ce que dans ce système-là, je sais déterminer quelle est ma place, quel est mon rôle, quelle est ma vocation dans ce système? Est-ce que le qui fait quoi est clair ou au contraire, il est complètement flou? Est-ce qu'il y a des responsabilités cachées? Par exemple, est-ce que je suis obligé de compenser pour quelqu'un d'autre, voire même pour mon chef, par exemple? Est-ce que le système a tendance à me centrer sur mes forces ou sur mes faiblesses? Ce qui fait que c'est très difficile de trouver sa place. Est-ce que c'est un système qui exclut très facilement parce qu'il a besoin d'exclure quelqu'un en permanence pour se rassurer ou parce qu'on est beaucoup sur une logique de disqualification? Bref, tout un ensemble autour de la place. Et puis le dernier, c'est la question de la reconnaissance de la justice. Est-ce que quand je suis généreux avec ce système qui est l'organisation, en retour, j'obtiens quelque chose? Alors, ça peut être au niveau financier. Est-ce qu'il y a un équilibre entre mes mérites et ce que je vais recevoir comme contribution et comme rétribution, pardon? Est-ce qu'il y a un équilibre entre ce que je donne et mes possibilités de me développer en tant qu'expert ou en termes de carrière, parce que ça va m'aider en termes de statut social? Est-ce qu'il y a aussi une reconnaissance publique de mes mérites? Et ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance symbolique. C'est-à-dire, est-ce que c'est un système dans lequel, très facilement, quand on donne quelque chose, c'est reconnu symboliquement au niveau de l'organisation? Alors, ces trois piliers, ils sont importants. Et à chaque fois que je m'engage dans un système et que, quelque part, ces piliers ne sont pas respectés, ça va engranger des dettes psychologiques. C'est-à-dire, les dettes psychologiques, au niveau individuel, ça va être quoi? C'est que je rumine. C'est une rumination, on va dire, psycho-affective sur le fait que l'entreprise me doit quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai été généreux et en contrepartie, le contrat implicite n'a pas été respecté par rapport à l'insertion de ce système relationnel. Et donc, je vais ruminer de plus en plus
je vais, comme une dette, si elle n'est pas payée, avoir l'impression qu'on me doit quelque chose de plus en plus. Et donc, ça va prendre toute ma subjectivité. J'y pense ce soir, on me doit quelque chose, c'est pas normal ce que je vis. Voilà. Alors, au niveau individuel, si quelqu'un continue de s'engager, il va rentrer dans une escalade d'engagement par rapport à l'organisation, par rapport à ce système-là, à ce moment-là, le risque pour lui, c'est le burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est une pathologie de l'engagement. Ce n'est pas une pathologie uniquement de la surcharge, c'est aussi une pathologie de l'engagement. Je me surengage émotionnellement dans un système relationnel qui n'est pas sain. Donc en contrepartie, j'ai un déséquilibre qui fait que quelque part, je vais me recevoir une déception, un ressentiment qui va se transformer en dette psychologique. Alors ça, c'est à titre individuel. Il y a des gens qui arrivent à le ressentir, à l'analyser, d'autres qui sont un peu plus coupés d'eux-mêmes. Le risque, c'est que ça soit psychosomatisé, c'est-à-dire que finalement, ça s'exprime par le corps, cette dette psychologique, ou par des comportements qui peuvent, on l'abordera dans une prochaine vidéo, même aller jusque malheureusement au suicide pour certaines situations. Alors, sachant que ce n'est pas le déclencheur unique, mais ça peut pousser à être une solution pour l'imaginaire de la personne qui va du coup le pousser jusqu'à cet extrême. Ça peut s'exprimer aussi d'un point de vue collectif. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils vivent finalement ces dettes psychologiques, ils vont à un moment donné les partager socialement avec leurs collègues. Et quelque part, cette colère, elle va devenir aussi un petit peu sociale. Ça va transformer à bas bruit la dynamique d'une équipe progressivement qui va non plus chercher à finalement trouver des solutions, mais va de plus en plus chercher un bouc émissaire. C'est-à-dire que la dynamique de groupe va se transformer au niveau primaire en dynamique paranoïaque de groupe. C'est une paranoïa ordinaire, hein, pas au sens pathologique, mais au sens il y a un complot. Si on vit ça, c'est que forcément il y a une intentionnalité, on nous veut du mal, donc il faut chercher le coupable. Et donc toute la dynamique de groupe, ça dépasse même la notion de défiance, hein, va être sur qui est le méchant. Alors ça peut être le patron, ça peut être un collègue dans l'équipe, ça peut être tout un tas de personnes, souvent des minorités, ou des personnes qui vont être perçues comme celles détenant le pouvoir quelque part. Si vous avez un leader implicite dans l'équipe, quelqu'un qui voudrait avoir le pouvoir mais qui n'a pas le rôle explicite de manager, il peut très bien utiliser cette colère, ce ressentiment, cette dette psychologique pour en plus amplifier cette dynamique paranoïaque et faire monter la sauce quoi, quelque part. Parce que ça lui donne un pouvoir d'influence énorme, mais c'est un pouvoir d'influence qui est destructif, c'est-à-dire c'est un pouvoir d'influence qui est vraiment basé sur on va prendre quelqu'un, ça devient le bouc émissaire, on le brûle sur la place du village et ça va mieux. Ça entretient l'illusion de groupe. S'il y a quelqu'un qui est quelque part mis de côté, ben, ça veut dire que nous on est dedans. Donc ça nous rassure sur le fait qu'on est un collectif. Pourquoi? Parce que quelque part, quand on s'engage dans un système relationnel, ce qui est très dur dans le fait qu'il n'est pas respectueux, c'est que ça nous donne le sentiment de ne pas exister. Souvent, ça nous crée une sorte d'anxiété existentielle, ce que j'appelle l'insécurité ontologique de base, j'y reviendrai dans une autre vidéo, qui fait que finalement, ça va être très compliqué de vivre cette situation. Voilà, donc les dettes psychologiques, elles ont à la fois à titre individuel un enjeu sur le burn-out et la santé même générale, voire même des passages à l'acte, des comportements qui sont difficiles, et au niveau collectif, ça peut entretenir de la défiance, voire même une dynamique paranoïaque de groupe. Et on essaiera d'approfondir un petit peu ces questions. À très bientôt et portez-vous bien.